Samedi 23 mars 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva. Dans les actualités de ce jour, les pays membres de la COI établiront un espace agricole commun comme décidé lors de la conférence des ministres de la COI sur la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire qui s'est terminée hier. L'accélération de la mise en œuvre d'une superficie cultivable, l'ouverture du marché et l'amélioration des relations commerciales dans l'océan Indien seront mises en avant à travers cet espace agricole, selon les explications du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Plus de détails avec Arnaud Martina, Cécile Sylvain et Sech Angianaub. 6 défis majeurs ont été fixés par les ministres au sein de la Commission de l'océan Indien en matière de sécurité alimentaire et d'autosuffisance alimentaire, axés sur l'augmentation de la productivité, l'ouverture sur le marché international, notamment pour les membres de la COI ou Commission de l'océan Indien, en vue de la sécurité alimentaire et la capacité à faire face au changement climatique. Les 5 pays ayant participé à cette conférence ministérielle ont décidé la création d'un espace agricole commun selon les informations. Augmenter la superficie des terres à cultiver et augmenter le rendement constitue l'une des priorités du gouvernement malgache dans le cadre de la politique générale de l'État visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire, a confirmé le ministre. Les principaux points décidés lors de cette conférence seront donc recommandés lors du 5e sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra à Madagascar en avril prochain. La première partie de la construction de la route reliant Ivatu et Tsarasouch, qui sera transformée en 4 voies dans le cadre du projet Là qui arrive, sera achevée avant fin avril, a déclaré le ministre des Travaux publics. Le ministère est actuellement en train de bitumer ce tronçon et travaille en étroite collaboration avec le LNTPB pour garantir la qualité des travaux. Reportage avec Rad Ramanazatouf. Ce lac à Ivatu va changer complètement d'aspect dans peu de temps, un endroit où sera réalisé le projet Là qui arrive. Outre la construction de la route reliant Tsarasouch et Ivatu, qui sera transformée en 4 voies, de nombreuses infrastructures y seront également réalisées. Plusieurs ministères, tels que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville et le ministère des Travaux publics, travaillent ensemble pour réaliser les travaux en collaboration avec la région d'Analamang. Pour le ministère des Travaux publics, qui est en charge de la construction de la route, les travaux avancent normalement. Cette route reliant Tsarasouch à Ivatu sera transformée en 4 voies. Le ministère des Travaux publics procède actuellement au bitumage. Des travaux conformes aux normes sont effectués et le ministère travaille avec le LNTPB pour le contrôle de qualité des travaux. Cette route reliant Ivatu et Tsarasouch fait également partie du projet Voie rapide. Ensuite, le premier anniversaire de la création de l'Association des diplômés en hautes études en administration, cycle expertise à l'ENAM, a été célébré aujourd'hui, ainsi que l'accueil de la nouvelle promotion qui vient de terminer ses études à l'ENAM. L'Association des HEA compte actuellement plus de 900 membres et comprend des fonctionnaires gouvernementaux occupant des postes élevés dans la fonction publique. Il est de leur responsabilité de mettre en œuvre la politique générale de l'État pour le développement de Madagascar. Reportage signé Mervoula Tsveren sur les images de Praz d'Enilson. L'Association des diplômés en hautes études en administration, ou DHEA, qui regroupe les hauts fonctionnaires ayant suivi la formation hautes études en administration publique, cycle expertise, a été fondée en avril 2024. 85% des membres de cette association sont des fonctionnaires occupant tous des postes élevés dans la gestion des affaires publiques du pays. Il est donc de leur responsabilité de mettre en œuvre la politique générale de l'État pour le développement de Madagascar. Aujourd'hui marque le premier anniversaire de l'association DHEA et aussi l'accueil des 125 nouveaux membres tout juste diplômés de l'ENAM. Cette association regroupe actuellement environ 900 membres. Ces derniers qui sont issus du cycle expertise au sein de l'ENAM et qui sont issus de 4 formations, à savoir l'administration publique, l'administration financière, la diplomatie et les relations internationales, ainsi que les INTIC.
Et pour faciliter la recherche d'emploi et l'accès aux offres et services, un atelier a été organisé aujourd'hui par la plateforme Oulna Talent en Batunagang. Les responsables des ressources humaines des entreprises ont participé à cet atelier. La plateforme Oulna Talent met également en relation entreprises et salariés. Mervolatsferen et Braz Denilson. Les entreprises à la recherche d'employés sont parfois confrontées à des difficultés, notamment à l'attente de réponses correspondantes aux offres et aux candidatures qui ne correspondent pas aux attentes de l'entreprise. En outre, ils constatent également le manque de compétences et d'expérience des personnes en recherche d'emploi. Ainsi, le fait d'accéder dans des plateformes comme Oulna Talent est une solution face à cette situation pour les entreprises. Oulna Talent est une plateforme numérique mettant directement en relation les salariés et les entreprises, ce qui facilitera la collaboration entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. À cet effet, Oulna Talent a organisé un atelier à Batunagang aujourd'hui pour informer les responsables sur la gestion des RH. Le but de cet atelier est d'informer ces RH sur les avantages à participer à un atelier dédié aux services. En plus de mettre en relation les entreprises et les travailleurs à la recherche d'emploi, ils disposent également d'un espace de coworking à Batunagang où particuliers et entreprises peuvent travailler ou organiser différents ateliers et formations. En enseignement, l'enseignement technique et de la formation professionnelle joue un rôle important dans l'avenir des jeunes. Ceux de Port-Berger bénéficieront des projets proposés par le ministère de tutelle selon la ministre Rasoularsou Marie-Marceline lors de sa visite sur place. Il y a eu également la remise d'attestations de formation pour ceux ayant suivi la formation professionnelle qualifiante et l'apprentissage au métier de base au centre communautaire lors de cette visite. Reportage signé Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle poursuit la promotion du projet FITERIAF, un projet au profit des jeunes en quête d'emploi et de formation. Après avoir fait connaître ce projet dans la capitale et dans la partie sud de l'île, le ministère continue sa route vers le nord-ouest de l'île, notamment à Port-Berger, Sofia et Antsui. Au cours de cette visite, le ministre a déclaré que ce projet et l'innovation sont des fondements très importants pour le développement. Ainsi, l'enseignement technique et la formation professionnelle jouent un rôle important dans l'avenir des jeunes. Port-Berger fait partie des localités qui disposent d'un centre de formation des jeunes, ce qui est une belle opportunité pour eux, d'après la ministre de tutelle. Le gouverneur de la région d'Antsui, venu sur place, a également déclaré que l'enseignement technique est une garantie pour le développement de la jeunesse. Cette partie de l'île est une zone riche, tant en termes de ressources minérales que de ressources marines, et raison pour laquelle il lance un appel au gouvernement à la construction d'infrastructures permettant d'exploiter ces richesses pour encourager les jeunes en termes de formation technique. Lors de la visite de la ministre dans cette région, il y a eu également la remise d'attestations de formation pour les étudiants ayant suivi la formation professionnelle qualifiante et l'apprentissage au métier de base au centre communautaire. Par ailleurs, a également eu lieu le marathon des formations en pâtisserie destiné à aider les jeunes et la population à se perfectionner et à entrer dans le monde du travail. L'objectif est de leur permettre de créer des emplois et d'apporter l'innovation au monde de l'entrepreneuriat. Ensuite, Madagascar a remporté le trophée de l'art oratoire à l'issue du débat régional international des universités membres de l'AUF ou Agence universitaire de la francophonie. Cette compétition s'est tenue à Nous, au sein du ministère des Affaires étrangères. Liangoul est sorti vainqueur de la catégorie débat et la participation active des jeunes et les compétences dont ils ont fait preuve montrent que Madagascar a un bel avenir selon les informations. C'est Sylvain et c'est Changianov nous en disent plus. Nous aurons plus tendance à penser que la culture traditionnelle est quelque chose de mauvais, alors que non, elle est plutôt porteur d'espoir, synonyme de tradition, de culture, de communauté et de diversité. Car attention, très chers tous, à ne pas confondre tradition et conservatisme rigide et destructeur. Merci. Compétences argumentatives et persuasion. Madagascar, représenté par Jessica Rakoutoirville, étudiante en première année de droit et sciences politiques, a brillé devant les 6 pays participants à ce concours international réservé aux universités membres de l'AUF ou de l'Agence universitaire de la francophonie.
Madagascar a obtenu un bon résultat, le trophée de l'art oratoire. Angoul a remporté la victoire en débat lors de cette 11e édition de la compétition. La diversité, la capacité de vivre ensemble et de prendre soin de chacun, tels sont quelques-uns des principaux thèmes qu'elle a mis en avant. Le concours est un moyen de motiver les jeunes, de les amener à avoir une attitude positive et également de les impliquer dans les processus et marchés internationaux. Maurice, Comores, Kenya, Angola, l'Afrique du Sud et Madagascar ont participé à cette compétition régionale de l'AUF. À noter que l'Agence universitaire de la francophonie travaille avec de nombreuses universités et centres de recherche à Madagascar. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, en Ukraine, des bombardements russes ont fait 5 morts dans la ville de Zaporizhzhia et la région de Soumy. Selon les autorités locales, il s'agirait d'une nouvelle attaque de drones. Reportage sur les images de France 24. De la fumée s'élève de cette maison en ruine. Une frappe russe vient de toucher cette zone d'habitation de Zaporizhzhia. Les secours déblaient les décombres à la recherche d'éventuelles victimes. Selon les autorités ukrainiennes, il s'agirait d'une nouvelle attaque de drone. C'est très probablement une explosion de drone Shahed. Actuellement, tous les services de la mairie, de l'État et de la police sont présents sur place. Les décombres sont en train d'être déblayés. Les informations sur les victimes sont en cours de clarification. Scène similaire plus au nord dans la région de Soumy à la frontière de la Russie. Là encore, un bombardement russe a dévasté ce bâtiment. La Russie bombarde, mais l'Ukraine aussi. En témoignent ces images de vidéosurveillance tournées à Rostov-sur-le-Don, une ville russe du sud près de Mariupol. On y voit les débris consécutifs à l'explosion d'un drone. Des frappes qui ciblent depuis près de 3 ans le réseau énergétique ukrainien. En représailles, cette semaine, Kiev a ciblé ce dépôt de carburant ainsi que cette base stratégique de Moscou. Cette dernière abrite notamment des bombardiers lourds capables de transporter des charges nucléaires. L'arrêt de ces bombardements sur les installations énergétiques, c'est l'enjeu central des pourparlers indirects entre Russes et Ukrainiens. Ces derniers se tiendront lundi en Arabie Saoudite. La première étape pourrait être, et c'est pourquoi il y aura une réunion technique, un cessez-le-feu dans les airs avec les conditions dont le président Trump m'a parlé au téléphone. Il m'a dit de quoi lui et Poutine avaient parlé. Il s'agissait de ne pas frapper les installations énergétiques et autres infrastructures civiles avec des missiles ou d'autres armes à longue portée. Des négociations à l'issue très incertaines. Les Européens de leur côté restent mobilisés au soutien de Kiev. L'Allemagne a notamment annoncé une nouvelle aide militaire de 3 milliards d'euros. Et depuis la reprise des bombardements israéliens dans la bande de Gaza, mardi 18 mars, 520 Gazaouis ont été tués. Le ministre israélien de la Défense a menacé d'annexer les parties de l'enclave palestinienne si le Hamas ne libère pas la 60aine d'otages toujours retenus par le mouvement islamiste. France 24. Dans le nord de la bande de Gaza, cette Palestinienne empile ses affaires sur cette charrette montée de toutes pièces. L'armée israélienne a appelé à évacuer la ville. Elle va fuir avec sa famille. Mes enfants pleurent sans cesse en disant que nous allons mourir à cause de l'intensité des bombardements. Ils me demandent d'aller dans un endroit sûr, mais je ne sais pas où aller. Même exode le long de routes bordées de ruines pour les autres habitants. Ils affirment ne plus avoir le choix. Il n'y a plus de nourriture, nous avons faim et nous souffrons. Ils ont fermé les points de passage et nous ont bombardés toute la nuit. Ce vendredi, l'armée israélienne a frappé un hôpital de Gaza. Selon elle, il était désaffecté et utilisé comme base par le Hamas. Israël intensifie l'offensive relancée mardi contre l'enclave. Une offensive présentée par l'État hébreu comme un avertissement aux habitants si le Hamas ne libérerait pas les otages israéliens. Une violation de l'accord de trêve que déplorent les Nations Unies. Je tiens à exprimer ma profonde inquiétude face à la reprise des hostilités dans la bande de Gaza cette semaine. Elle a déjà fait des centaines de victimes, principalement des femmes et des enfants. Depuis la reprise des bombardements mardi, la défense civile de Gaza annonce plus de 500 morts. Ce vendredi,
La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont demandé un retour immédiat à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les 3 pays se disent révoltés par le bilan humain depuis qu'Israël a rompu la trêve. Et les glaciers de notre planète subissent fortement les conséquences du réchauffement climatique. En Europe, particulièrement les Pyrénées et les Alpes sont les régions du monde où les glaciers fondent le plus vite. Ils ont perdu près de 40% de leur masse entre 2000 et 2023. Reportage signé France 24. Le glacier du Rhône, là où le fleuve du même nom prend sa source, perd du terrain année après année. Sur ces images satellites, voici comment 20 ans de réchauffement climatique ont complètement modifié le paysage. Des tonnes de glace disparues et autant de réserves en eau stratégiques qui s'amenuisent. Car l'été, la fonte naturelle de ce glacier alimente en grande partie le Rhône. Le cours d'eau suit sa route jusqu'au lac Léman, avec une dernière étape avant la France, un barrage. C'est ici, en Suisse, que se décide le débit du fleuve côté français. Ces vannes permettent justement d'ouvrir ou de fermer le robinet. Si on les descend complètement, il n'y a plus d'écoulement. Si on les ouvre complètement, l'écoulement est libre. Un enjeu crucial avec une eau qui se raréfie, et la situation pourrait rapidement tourner au bras de fer entre les 2 pays. Car en cas de besoin, la France ne peut demander à la Suisse que 15 cm d'eau du lac, pas un de plus. Suffisant pour l'instant, mais peut-être pas à l'avenir. Il est probable qu'avec cette espèce de stress qui va peser sur la ressource en été, il y ait plus de demandes pour différents usages. Des débits d'eau qu'il faut négocier, de quoi inquiéter côté français. Car le Rhône permet de refroidir 4 centrales nucléaires, mais aussi d'alimenter 18 usines hydroélectriques, comme celle-ci à Pierre-Bénite. La production de cette usine, c'est l'alimentation d'une ville de 220 000 habitants, par exemple comme la ville de Rennes. Pour le moment, son gestionnaire assure qu'il saura s'entendre avec la Suisse. Une vision optimiste que tous ne partagent pas. Avec la disparition annoncée du glacier d'ici la fin du siècle, le débit du Rhône devrait baisser de 20% l'été, dès 2050. Dans le même temps, les besoins en eau comme l'irrigation ne cesseront d'augmenter. Cet hydrologue l'assure, il faudra tôt ou tard faire des choix. Ce n'est pas une ressource inépuisable. Donc on a vu dans nos travaux qu'il y a des démissions qui sont assez conséquentes et qu'on ne peut plus considérer aujourd'hui comme une ressource inépuisable dans laquelle tout le monde pourrait se servir sans condition. Alors, comment se partager cette eau de plus en plus rare? La France et la Suisse ont entamé des négociations sur ce sujet il y a 2 ans, mais l'accord entre les 2 pays se fait toujours attendre. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Electric State. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.